un journal américain, M. Chirac aurait été informé par les autorités allemandes que la tentative d'attentat contre un avion israélien à Londres était le fait non pas de la Syrie, mais des services secrets israéliens. M. Ovadia Sofer, ambassadeur d'Israël, invité de cette édition. Nouveaux espoirs pour les cardiaques dont les artères coronaires se bouchent. Un traitement est utilisé à Lausanne et à Toulouse. Jeannie Longo a réussi dans sa tentative de record de l'heure. Ça se passait à Grenoble. Elle a battu le record il y a quelques minutes en 44 km 748 à l'heure. Aujourd'hui, vendredi 7 novembre 1986, nouvelle journée de détention pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, ainsi que Camille Sontag, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. La tentative d'attentat perpétrée par Nezar Hindawi contre un avion de la compagnie israélienne El Al à l'aéroport de Londres, c'était le 17 avril dernier, est l'œuvre des services secrets israéliens, le Mossad. Cette affirmation est publiée dans le quotidien américain Washington Times. Elle est contenue dans l'entretien accordé par M. Jacques Chirac à Arnaud de Borgrave, rédacteur en chef du journal. M. Chirac aurait obtenu ces informations, selon ses dires, du chancelier ouest-allemand Kohl et de son ministre des Affaires étrangères, M. Genscher. Les services du Premier ministre ont simplement déclaré ce matin que l'interprétation donnée par le Washington Times était dénuée de tout fondement. Mais à Washington, comme le rapporte notre correspondant Jacques Abouchard, on persiste. La Syrie avait été victime d'un coup monté. Ce titre barre toute la page du quotidien conservateur de Washington, Washington Times. L'auteur de l'article est M. Arnaud de Borgrave, qui est en même temps le rédacteur en chef du journal. Alors, Arnaud de Borgrave, coup monté par qui? D'après les propos du Premier ministre français, un coup monté selon les Allemands, selon ce que le chancelier Kohl et le ministre des Affaires étrangères, M. Genscher, lui ont dit, un coup monté par les services israéliens, les services du Mossad, en coopération avec certains éléments dissidents dans l'entourage du président Assad. Pour embarrasser Assad. Pour embarrasser le président Assad, et je suppose afin de renverser le régime. Et alors, la réaction de Jacques Chirac, c'est que cette information est crédible et possible, d'après ce qu'il vous a dit. D'après ce qu'il m'a dit, il reste très sceptique sur ce que les Anglais ont annoncé officiellement. Il reste très sceptique sur les preuves fournies par une cour de justice britannique. Et, quant à la culpabilité de la Syrie. Oui, quant à la culpabilité de la Syrie, il a dit il n'y a aucune preuve de culpabilité syrienne sur le territoire français. Et en ce qui concerne le coup qui a foiré à Londres, il reste très sceptique, comme je viens de vous le dire, mais il n'a aucune preuve. Il n'a simplement ce que les Allemands lui ont dit. Et sa conviction est proche de celle des Allemands, d'après ce qu'il vous a dit. J'ai cru comprendre que sa conviction était que c'était un coup monté. L'interprétation de M. Arnaud de Borgrave est très au-delà de mes propos, a dit Jacques Chirac il y a quelques minutes à Matignon. À Matignon, on retrouve Philippe Lefebvre. Monsieur Jacques Chirac est intervenu ce soir d'une façon impromptue au cours d'un briefing de presse consacré au prochain sommet franco-africain pour démentir les informations, les allégations du Washington Times. Monsieur Chirac a d'abord précisé qu'il n'avait pas lu l'article, que cette conversation avec le journaliste américain était off the record, c'est-à-dire non destinée à la publication. Le Premier ministre tient à préciser qu'à aucun moment les Allemands ou les Français n'ont envisagé l'hypothèse d'une participation du Mossad dans la tentative d'attentat contre l'avion d'El Al. Le Premier ministre parle d'interprétation tendancieuse de ses propos. Il estime qu'il a déjà été victime de ce phénomène et il conclut en disant qu'à l'avenir, il choisira ses interlocuteurs avec plus de discernement. Monsieur Ovadia Sofer, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les services secrets israéliens sont clairement dénoncés dans l'article du Washington Times. Alors, qu'avez-vous à répondre et accordez-vous crédit aux déclarations du Washington Times, celles de M. Chirac? Je viens d'apprendre, comme vous, le démenti de M. Chirac et je la note avec satisfaction. Vous savez, il est la coutume, l'habitude de certains milieux arabes d'attribuer au Mossad tous les crimes qu'eux-mêmes commettent. Et parfois, même s'il est revendiqué par une faction ou une autre de l'OLP ou de notre organisation terroriste. Et vous pensez que ce sont des milieux arabes, via Washington Times, qui ont fait ça? Je vois mal et je refuse de croire que des dirigeants des démocraties
vont recourir à un tel usage tellement pratiqué et systématiquement pratiqué par les Arabes. Oui, mais Monsieur Sofer, comment expliquez-vous qu'Arnaud de Borgrave détienne une bande magnétique, des déclarations de Monsieur Chirac, qui dit qu'effectivement ce serait le Mossad selon ses interlocuteurs allemands? De toute façon, la justice anglaise nous a fourni par des témoignages irréfutables de l'implication syrienne et du rôle de l'ambassadeur de Syrie, que si l'on croit les propos journalistiques, il est complice de Mossad. Et je vois mal pourquoi ce pauvre ambassadeur n'a pas demandé le droit d'asile chez nous. Mais si les propos de M. Chirac sont vérifiés, quelle sera votre réaction? Il faut dire que la Syrie s'est prononcée fièrement qu'elle patronne le terrorisme. Elle le pratique. C'est la raison d'être de l'État syrien. Elle le pratique même chez soi-même. Il y a seulement 3 ans, ils ont massacré 3000 dans Monsieur Sofer, vous ne répondez pas à mes questions. Si les propos de M. Chirac... Je pense pas que le combat contre le terrorisme, qui doit se faire avec fermeté et qui doit être indivisible, je ne crois pas et je ne pense pas qu'il faut blanchir la Syrie. Mais vous ne répondez pas à mes questions. Si les propos de M. Chirac sont vérifiés, quelle est votre réaction? Je dis que je fais et je comprends bien la justice anglaise qui a fourni des preuves irréfutables. Et je crois que le rôle de l'Occident, c'est de combattre le terrorisme, mais d'une manière irréfutable et indivisible. Merci, M. Sofer. Le président syrien, M. Hafez el-Assad, a tenu aujourd'hui à la télévision syrienne à mettre en garde les pays occidentaux qui prendraient des sanctions économiques ou militaires contre la Syrie. Nos ennemis essaient d'exercer toutes sortes de pressions contre notre peuple. Ils nous menacent de pressions économiques et d'agressions militaires. Nous pouvons leur donner l'assurance que leurs efforts se solderont par un échec, qu'a dit M. Hafez el-Assad à Damas, où il s'exprimait ce soir. Le secrétaire d'État américain George Shultz était aujourd'hui à Paris. Il ne semble pas avoir évoqué les révélations du Washington Times avec ses interlocuteurs, le président de la République tout d'abord, et puis le Premier ministre. Avec M. Mitterrand, M. Schultz a parlé de la lutte contre le terrorisme, et avec M. Chirac, il a été aussi question de l'attitude de la France et de l'Europe face à la Syrie. Selon le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Bernard Raymond, les Américains ont vraisemblablement négocié pour obtenir la libération de l'un de leurs otages au Liban. Au Liban, le chef du parti Hezbollah a fait état d'un assouplissement dans l'affaire des otages occidentaux et estimé que l'Iran avait obtenu des résultats de la France. À Téhéran, le président du Parlement, M. Rafsanjani, a rappelé de nouveau les conditions mises par l'Iran au règlement de cette affaire. Selon lui, les États-Unis mendient pour l'ouverture d'un dialogue avec l'Iran, ce qui indique notre victoire définitive, a-t-il dit. Le juge d'instruction chargé du dossier de Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises, devrait transmettre ses conclusions au parquet de Paris d'ici une semaine. Aujourd'hui, le juge entendait pour la dernière fois Ibrahim Abdallah. Reportage Hervé Brusini, Dominique Thiers. Dispositif de sécurité maximum, palais de justice de Paris, arrivée de Georges Ibrahim Abdallah. Une dernière entrevue avec le juge Boulouk, chargé de l'instruction du dossier. À l'ordre du jour, des résultats d'expertise, des coups de téléphone et des textes de revendication des attentats signés FARL, fraction armée révolutionnaire libanaise. Le dossier Abdallah est donc à présent clos. Le chef des FARL est-il complice d'assassinat? Pas de preuves formelles semble-t-il, mais plutôt des indices, des constats établis par les enquêteurs. Premier élément, rue Lacroix à Paris. En 1984, découverte de l'arme qui a tué 2 ans auparavant le diplomate israélien Yaakov Bar-Simantov et l'américain Charles Ray. Le loyer de la rue Lacroix était payé par 7 banques en Suisse. Titulaire du compte, Abdallah. Autre pièce du dossier, à Strasbourg cette fois. La tentative d'assassinat contre le consul américain Robert Home. Un indice important dormait depuis plus d'1 an dans un carton au palais de justice de Lyon. Un plan de la ville de Strasbourg retrouvé dans une CX. Des annotations désignaient l'adresse du diplomate américain, propriétaire de la CX, Jacqueline Esbert, la compagne d'Abdallah. Le juge Boulouk a ainsi rassemblé 18 volumes de documents. À présent, il doit décider si Abdallah est passible des assises. Les 2 avocats des parties en présence semblent s'y préparer. La perspective des assises me semble devoir être une épreuve pénible pour la justice en France, parce qu'elle semblerait subir la pression extérieure de gouvernants français et américains
Mais sur la base du dossier, j'irai aux assises avec la plus grande sérénité. Il n'y a rien dans ce dossier, et quel que soit le talent de mon confrère et ami Georges Kiechman, je ne vois pas comment il pourrait tirer de son chapeau le moindre élément nouveau. J'ai noté avec satisfaction que le garde des Sceaux souhaitait que ce procès ait lieu, et je pense qu'il engage le gouvernement. Eh bien, si pour des raisons de technique judiciaire ou d'insuffisance de preuves, Abdallah devait un jour être acquitté au bénéfice du doute, je le regretterais, mais il me semblerait qu'au moins la France n'aurait pas abdiqué devant ses prérogatives. Dans une huitaine de jours, le juge Boulouk devrait transmettre son dossier au parquet. Georges Ibrahim Abdallah connaîtra alors le sort que lui réserve la justice française. L'attentat commis rue de Rennes à Paris le 17 septembre dernier a fait une nouvelle victime. L'une des personnes blessées vient de décéder. Cela porte le bilan de cet attentat à 7 morts et 51 blessés. Au Tchad, le dispositif militaire français baptisé Épervier, mis en place à la demande des autorités de N'Djamena, fera bientôt l'objet de mesures de renforcement. C'est la réponse positive de la France à la demande du chef de l'État tchadien, Hissène Habré. Cette réponse fait suite à la visite du ministre de la Coopération, Michel Aurillac. Monsieur Aurillac, interrogé par Daniel Lecomte. Ce que j'ai dit, c'est que nous avions légèrement renforcé, c'est-à-dire que nous avions augmenté la capacité opérationnelle du dispositif Épervier, qui est un dispositif de protection aérienne de la région de N'Djamena et du sud du Tchad, le long et au sud du 16e parallèle. Ça, c'est une chose que nous avons faite. La deuxième chose, c'est que nous avons apporté immédiatement, et je peux dire dans les 24 heures de la demande, une première tranche d'aide humanitaire au gouvernement tchadien, qui en avait fait la demande instante. Et la troisième chose, c'est que nous poursuivons notre programme d'assistance technique militaire à l'armée tchadienne, c'est-à-dire à l'armée nationale tchadienne, dépendant du gouvernement de M. Hissène Habré. Quand vous dites légèrement augmenté, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, je ne vous dirai rien de plus, parce que dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas donner de détails, mais je vous assure que qui voudra se frotter au dispositif Épervier en fera la cruelle expérience. À l'Assemblée nationale, débat sur le budget du ministère de l'Intérieur pour 1987, 57,4 milliards de francs, ce qui concrétise, selon le ministre Charles Pasqua, la priorité accordée à la sécurité des Français. L'ancien ministre Pierre Joxe a accusé M. Pasqua de s'être livré à un certain nombre de falsifications quant aux résultats de sa politique. Démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue à Paris et en région parisienne. 19 personnes ont été interpellées, plusieurs kilos de pâtes de cocaïne ont été saisis. La drogue venait de Colombie. Et même réussite policière dans l'arrestation de malfaiteurs spécialisés dans le vol de grosses voitures. 14 personnes interpellées. Les voleurs revendaient en Europe et aux États-Unis les belles limousines qu'ils dérobaient. Le groupe Maison Familiale, numéro 1 pour la construction des maisons individuelles en France, s'intéresse au projet de construction de prisons privées. Ces prisons devraient être rentables et le groupe Maison Familiale présentait aujourd'hui une maquette de sa vision pénitentiaire. Jean Pézieux, Philippe Péter. Le principe de cette prison privée, c'est d'abord des bâtiments à 2 niveaux, comme des maisons, placés dans des creux dont la terre est rapportée à l'arrière, comme isolant. Moins de chauffage, première économie. La deuxième, chaque bâtiment est comme une juxtaposition de maisons, la spécialité du constructeur. Une maison individuelle coûte moins cher à construire qu'un immeuble collectif. Combien? Moitié moins? 50%? Entre 30 et 50%. Donc là, il y a mathématiquement une économie. Mais c'est aussi un avantage économique parce qu'il permet, par une meilleure sécurité, d'utiliser moins de personnel. Chaque bâtiment regroupe 100 détenus pour un total de 500 places. Seule la prison de Mozac, en Dordogne, offre quelques ressemblances. L'original dans la prison privée, ce sont des cellules claires, bien meublées et des gardiens qui touchent des primes s'il n'y a pas de dégradation. Chaque détenu coûte 350 francs par jour, construction comprise. Tous les frais seront amortis en 18 ans. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui si je vous avais dit ou si je vous disais je vais perdre de l'argent sur cette opération. Non, mon objectif, c'est d'en gagner. Pas de problème pour le financement selon la société. Des banques, des assurances sont sur les rangs. L'étranger aussi, avec notamment des caisses de retraite américaines. J'ai été aux États-Unis il y a quelques jours et j'ai effectivement appris, et dans le cadre des contacts que j'ai eus, j'ai appris que ces caisses de retraite, ces institutions de retraite disposaient de fonds importants rapatriés d'Afrique du Sud et cherchaient actuellement à les placer.
De l'argent américain pour les prisons françaises, ce n'est pas le seul paradoxe. Le projet français intéresse les Américains qui veulent 25 000 places de prison privée, autant que les Français. Aux États-Unis, au lendemain des élections législatives, le premier constructeur automobile mondial, l'américain General Motors, annonçait sa décision de fermer 11 de ses usines. Ce choix draconien de restructuration satisfait les financiers, mais évidemment pas les 29 000 personnes menacées. Explication Gérard Leclerc. Today, we are announcing the closing of 11 of our older plants. La sentence est tombée. Cadillac, Oldsmobile, Buick, Chevrolet, les marques de General Motors font toujours rêver, mais elles sont aujourd'hui synonymes de fermeture d'usines. 11 d'un coup aux États-Unis, employant 29 000 salariés. Des chiffres à la dimension du premier groupe industriel mondial, présent dans 26 États des USA, mais aussi en Europe avec les marques Opel et Vauxhall, et dans 39 pays du reste du monde. Au total, 760 000 salariés, 10 fois la régie Renault, pour fabriquer le quart des voitures circulant dans le monde. Mais pour rester compétitif, le géant doit aujourd'hui se restructurer. L'événement auquel on assiste est une phase d'un programme de modernisation et de création de nouvelles unités, commencé par General Motors à la fin de la décade précédente et qui se poursuivra sans doute jusqu'à la fin de la décade présente. Elle vise à donner à General Motors les moyens d'aborder d'une façon plus efficace la compétition internationale. En fait, General Motors a eu les yeux plus grands que le ventre. Le groupe a multiplié les investissements, 30 milliards de francs pour le seul projet Saturn d'une petite voiture, au moment où les autres constructeurs réduisaient leur capacité. Il a diversifié ses activités, dans l'informatique par exemple, quand les concurrents se recentraient sur l'automobile. Il s'est lancé à corps perdu dans la coûteuse guerre des crédits, au moment où le marché américain s'essoufflait et s'ouvrait aux constructeurs japonais ou coréens. Résultat, des ventes en recul, 330 millions de dollars de pertes au troisième trimestre et la nécessité de resserrer les boulons. Restructuration géante de General Motors après Chrysler ou Renault, percée des Japonais, rachat d'Alfa par Fiat. Décidément, la bataille mondiale pour la survie de chaque constructeur est impitoyable. Pour le PDG de Fiat, Agnelli, seuls quelques géants survivront en l'an 2000, pas plus de 4 pour l'Europe. D'autres voient davantage de constructeurs, mais spécialisés sur le haut de gamme, par exemple, ou reliés entre eux par des accords pour la fabrication de certains organes, comme cela existera bientôt entre Renault et Volkswagen pour les boîtes automatiques. Une chose est sûre, les places seront chères, chacun devra s'adapter ou disparaître. L'homme d'affaires italien Carlo De Benedetti, déjà propriétaire de nombreuses sociétés, notamment dans l'alimentation italienne, de Valeo, d'Olivetti, a pris hier 25% de participation chez Saint-Laurent et aujourd'hui a acheté Logabax, société informatique. Monsieur De Benedetti, qui a beaucoup d'ambition en France, entend devenir le 3e groupe informatique français. Au salon Euromédecine à Montpellier, les personnes cardiaques dont les artères coronaires se bouchent auront trouvé de nouveaux espoirs. Depuis quelques années, on sait déjà opérer les artères rétrécies, mais celles-ci souvent se rebouchent. Alors pour empêcher un nouveau rétrécissement, des Suédois et des Suisses ont inventé une petite armature métallique qui est déposée à l'endroit fragile. 2 équipes au monde, l'une à Lausanne, l'autre à Toulouse, ont commencé à traiter des malades. Voyez le reportage de Martine Alain-Regnault et Pierre Moscovitch qui ont assisté à la pose d'une de ces prothèses par l'équipe de Toulouse au centre cardiologique du Nord à Saint-Denis. Il est en forme, bouquine, téléphone. Pourtant, depuis 1 an, il a connu bien des problèmes et dans 1 heure, il va se faire poser une prothèse nouvelle dans sa coronaire. Il fait partie de ces cardiaques chez lesquels on a essayé plusieurs fois de dilater par ballonnet l'artère rétrécie. Mais à chaque fois, elle s'est rebouchée. Alors on va tenter un nouveau procédé pour que sa coronaire est cette fois grande ouverte. On va mettre je ne peux pas vous définir exactement, je ne l'ai pas vu encore, peut-être que je le verrai, j'aurai l'occasion de le voir. Je crois que c'est un petit ressort circulaire qui est placé à cet endroit-là et qui doit consolider l'artère. Alors bien entendu, j'ai posé la question au professeur, je vais demander, mais j'ai dit donc c'est un corps étranger, comment ça va se comporter? Et là, évidemment, bien sûr, ça, ces gens-là ont pensé bien avant moi à cette chose-là. Et le corps s'immunise et dépose, m'excuserez, j'ai pas les termes, mais et s'immunise et dépose une couche de je ne sais trop quoi. Et en fait, ça ne pose aucun problème d'avoir ce corps étranger à cet endroit ou dans cette partie du corps. Il arrive donc confiant comme un ancien combattant. C'est lui qui a découvert par la presse ce nouveau procédé et qui l'a réclamé. Il sait que c'est pour lui le seul moyen d'éviter l'opération.
Et il sait aussi qu'il sera grand éveillé tout le temps, que la technique est la même que celle des ballonnets qu'il connaît trop bien et qu'il pourra même tout le temps dialoguer avec ses médecins. Ça vous fait mal là, monsieur? L'intervention se fait sans ouvrir la poitrine. On insère un fin tube par une artère de la jambe que l'on guide jusqu'à l'endroit rétréci. Tout se fait sous contrôle radio. On cherche d'abord à visualiser nettement le rétrécissement de la coronaire et c'est seulement une fois que la radio permet de voir sans ambiguïté que la sonde guide est arrivée au bon endroit que l'on va placer un ballonnet et le gonfler pour élargir le diamètre de la coronaire rétrécie. Bien, alors voilà la sonde avec laquelle dans un premier temps on va assurer la dilatation. Hein? Vous voyez ici le cheminement de cette sonde à ballonnet. Elle va parcourir un grand trajet le long des vaisseaux pour aboutir au rétrécissement. Vous allez voir le ballon se gonfler au niveau de ces deux repères radiopaques. Et alors là, nous sommes en place, on fait la dilatation. Hein. Ça fait mal. Là, ça fait mal maintenant. Hein. Il faut tenir une petite minute encore, monsieur. C'est seulement après le retrait du ballonnet que se situe la nouveauté. On va maintenant introduire le minuscule ressort à l'endroit fragile de l'artère. Sa taille surprend le patient qui a demandé à la voir. J'ai été surpris par c'est vraiment infime, c'est vraiment petit. Ça suffit pourtant à faire passer le sang. Hein. Pardon? Ça suffit pourtant à faire passer le sang. Ben voilà. Lorsque la prothèse sera libérée, à ce moment-là, elle va s'étendre pour s'adosser sur les parois de l'artère en récupérant le diamètre pour lequel elle a été en fait conçue et fabriquée. C'est maintenant l'instant décisif. Sous contrôle radio, la petite prothèse va être larguée pour toujours. Grâce à cette armature interne, l'artère débouchée ne pourra plus se resserrer comme les autres fois. Il faut quand même mettre des réserves encore, qui sont de deux ordres essentiellement. C'est son côté irréversible. Quand elle est implantée, effectivement, nous n'avons plus la possibilité de la retirer, de revenir en arrière. Et ensuite, on manque de recul pour avoir une idée de l'évolution à très long terme de son efficacité. Ils sont une trentaine en France et en Suisse à avoir bénéficié de cette nouvelle technique. Si tout va bien, en 2 jours, ils sont sur pied et 15 jours plus tard au travail. Sport, bravo Jeannie Longo, une nouvelle fois elle a réussi dans sa tentative, elle a battu le record du monde de l'heure féminin sur piste couverte en parcourant 44,748 km. Ce soir c'était à Grenoble, le précédent record était de 2 km de moins. Patrick Chen va nous expliquer les conditions de la réussite de Jeannie Longo. Super Jeannie, sacré Longo, non contente d'avoir collectionné depuis fin août les titres de championne du monde de poursuite, championne du monde sur route, record woman du monde de l'heure en altitude puis au niveau de la mer, elle a offert tout à l'heure une nouvelle performance à son public chez elle à Grenoble. 5500 Grenoblois l'ont vu boucler 213 tours de cette piste en bois de Sibérie, soit 44 km, 748, près de 2,5 km de mieux que Barbara Gantz, la Suissesse. 2 fois plus, si vous préférez, que le rythme d'une très honnête sortie en vélo du dimanche matin, si vous êtes en forme. Les barrières tombent, les légendes aussi. Qui a dit que Jeannie Longo avait mauvais caractère? Je me sentais bien ce soir et puis je crois que vraiment j'ai encore les oreilles qui sifflent et il y avait un public formidable. Vraiment, il y avait du monde, on peut voir que tout le palais des sports était plein et je suis très fière des Grenoblois et de la région d'ailleurs. Départ de la course transatlantique, la route du Rhum à la voile. Les préparatifs se font depuis plusieurs jours à Saint-Malo, mais non seulement beaucoup de concurrents sont en mauvais état, un peu malades, mais leurs bateaux aussi connaissent bien des avaries. Voyez le reportage de Jean Mamère et de Claude Sicard. Une journée et demie avant le départ, le port de Saint-Malo fait son bilan. Éric Tabarly est arrivé avec 3 jours de retard sur le règlement, motif réparation express des bras de liaison et du rail d'écoute. Le bateau a failli sombrer en course au large de l'Angleterre. La construction était beaucoup trop faible. L'optimisme rosé d'Olivier de Kersauzon en a pris lui aussi un sérieux coup au moral. Il devrait être quelque part autour du monde. Il s'est inscrit dans cette course pour tester son bateau. Il a dû changer in extremis les bras de liaison, mal conçus à l'origine. Bruno Perron sur Atlantique Liberté n'est pas sûr de partir. Son commanditaire n'a jamais versé les 3 millions promis pour la construction du bateau. Après avoir failli couler dans l'Atlantique, les réparations ont eu raison de ses dernières économies. Il est bloqué sans solution et le temps presse. Pour Éric Loiseau, c'est un problème physique qui se pose. Opéré cette semaine d'un furoncle mal placé, il espère être suffisamment remis pour mener à son maximum son grand catamaran. Enfin, départ peut être remis en cause aussi pour Lionel Péan. Un huissier est à bord du bateau mandaté par 4 créanciers.
Le propriétaire véreux a loué à Péan un bateau qu'il n'a pas payé. Imaginez la situation. Heureusement que Coubertin un jour a bien dit « L'important, c'est de participer ». Et malgré tout cela, Noël Mamère sera demain pour son journal Samedi chez vous à 13h en direct de Saint-Malo. Du spectacle au stade Pierre de Coubertin à Paris avec le championnat du monde de billard artistique. C'est pas aussi simple qu'on le croit, c'est même beaucoup plus compliqué, vous allez le voir avec le spécialiste Daniel Cazal. Il était une fois à Londres en 1560 un prêteur sur gage qui s'appelait William Q. Tous les soirs, après le travail, William Q décrochait les 3 boules qui formaient son enseigne. Avec le yard qui lui servait à mesurer les coupons du tissu, il s'amusait sur son comptoir à provoquer des carambolages entre les boules. Ce jeu devint très vite populaire sous le nom de Bill's Yard. Le yard de Bill, Bill étant le diminutif de William. Le billard était né. Aujourd'hui, le billard de William Q a cédé la place à une imposante table d'1,5 tonnes et de 3,10 mètres sur 1,67 m et l'on compte à travers le monde 5 à 600 millions de participants. Les 12 meilleurs mondiaux, auxquels se sont joints 4 Français invités, sont jusqu'à dimanche au stade Pierre de Coubertin pour la première des 4 étapes de la Coupe du Monde à 3 bandes. Ici, sur le tapis bleu, sont réalisés les coups les plus délicats, les carambolages les plus difficiles. Dans le public, Nelson Payou, président du comité olympique français, est-ce à dire que le billard pourrait devenir discipline olympique? Vous savez qu'il y a des conditions pour devenir un sport olympique. Il y a d'abord être pratiqué dans les 5 continents, c'est une première condition, et ensuite avoir 35 pays au moins affiliés au programme olympique. Donc il faut que ces 2 conditions soient remplies, et ensuite, bon, rien n'est impossible. Conditions remplies, Président. Le billard se pratique dans 40 pays à travers les 5 continents. Il y a 426 ans, William Q était loin de se douter que ce qui n'était au départ qu'un modeste passe-temps allait connaître autant de succès. Après la leçon de Daniel Cazal, les pronostics de Lionel Ovadia pour le tiercé demain qui se disputera sur l'hippodrome d'Anguien dans le prix de Rodez. Il y aura 20 partants. Il vous propose de jouer Noriose le 11, Niki de l'Herve le 10, Normandine le 7, Nick de la Croix le 20, Nepsi le 19, Major du Cornica le 18. Bon. Brigitte, ça va mieux? Vous avez éclairci votre voix. On peut parler de la météo avec un joli titre en plus. Oui, oui, pour vous rappeler que les brumes ne comptent pas pour des prunes, qu'on se le dise. C'est bon, ça. Alors faites très attention si vous devez prendre votre voiture, surtout le matin. Regardez, la photo satellite, une perturbation est passée aujourd'hui, une autre passera demain et elle prendra exactement le même chemin, intéressant seulement la moitié nord avant de s'évacuer vers l'est. Résultat, sur notre carte, du beau temps toute la journée sur le pourtour méditerranéen, mais une journée très nuageuse avec des petites pluies sur les Ardennes, les Vosges, la Bourgogne et le centre, des éclaircies l'après-midi sur l'Alsace. Et puis partout ailleurs, ce fameux brouillard, lorsqu'il se sera dissipé, mais il sera lent à se dissiper, il laissera place à du soleil sous forme de petites éclaircies sur la moitié nord et d'éclaircies beaucoup plus généreuses sur la moitié sud. Les températures, aussi bien celles de la nuit que les maximales, celles de l'après-midi, sont en hausse de 10 à 14 degrés sur la moitié nord et de 11 à 18 degrés sur la moitié sud. Demain, ce sera le samedi 8 novembre, 3 minutes de soleil en moins. Il se lèvera à 7h50, se couchera à 17h19 et ce sera la Saint-Geoffroy. Et puis je vous le rappelle, les brumes ne comptent pas pour des prunes. D'accord, j'ai bien noté, d'accord. À 23h, un blond, après apostrophe, Hervé Claude vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. À demain 20h, bonsoir, merci.